nous, ce qu'on remarque surtout en consulte, c'est que les gens, légitimement, sont pressés de maigrir. Et donc, naturellement, vont plus se diriger vers des régimes. Et donc, on voit tout de suite l'intrication qu'il y a. Si je suis pressé, ça veut dire que peut-être je vais avoir du mal à accepter certaines choses, la lenteur du processus, etc. Donc, d'emblée... AVS avec Philippe Robichon. À votre silhouette, puisqu'on s'occupe de votre silhouette ce matin jusqu'à 10h. Bonjour, bienvenue. Bonjour Maximilien. Bonjour. Maximilien Bachelard, mais je manque à tous mes devoirs puisque je vous présente avant Fanny Troussard. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste. C'est ça. Vous exercez en Seine-et-Marne. C'est quoi la différence, entre micronutritionniste et nutritionniste? En fait, la micronutrition, c'est simplement une spécialité de la nutrition. Donc, ça va. C'est pas ceux qui cuisinent au micro-ondes. Voilà, exactement. Ça va être en fait une nutrition qui va aller vraiment dans le détail des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Maximilien Bachelard, vous le connaissez bien sûr, docteur en psychologie et psychothérapeute. Et vous êtes, Maximilien, président maintenant, puisque vous présidez l'Institut du Comment. Et vice-président d'une autre association, d'ailleurs, Propsy. Mais on en parlera un autre jour de ça. C'est plus un porte-carte que vous avez maintenant. Ouais, c'est une valise. Bah oui, j'ai appris tout ça à Beurre FM. Maigrir, c'est dans l'assiette ou c'est dans la tête? Ouais. C'est un sujet auquel j'ai pensé. Alors, je me suis dit que ce serait important de discuter, de faire venir ma collègue, parce que on a à peu près une même façon de voir l'accompagnement des gens. Et surtout, c'était important pour moi de ne pas jouer les nutritionnistes ou les diététiciens, puis qu'elle fasse pas la psy. Mais il y a forcément, chez certains patients que je vais rencontrer, ces questions-là. Et puis, il y a forcément une question psychologique dans ces accompagnements. Donc, pour moi, c'est important que les professionnels s'arrêtent à leurs limites et fassent bien leur taf. Mais il y a des intrications, d'une certaine manière. Comme avec le médecin, il peut y avoir des éléments relationnels. Donc, je me suis dit que j'allais certainement pas vous ramener une coach en nutrition, mais de vous rapporter quelqu'un qui connaît bien ce métier, la nutrition et la diététique. Enfin, beaucoup de personnes qui ont déjà fait des régimes vont vous dire non, c'est 95% dans l'assiette. Hein. Oui. Ce qui est vrai, ça passe vraiment par l'assiette. Après, je dirais, la question surtout intéressante, c'est que mettons dans son assiette? Est-ce qu'on part sur un régime? Est-ce qu'on part plus sur un rééquilibrage alimentaire? Et nous, ce qu'on remarque surtout en consulte, c'est que les gens, légitimement, sont pressés de maigrir. Et donc, naturellement, vont plus se diriger vers des régimes. Et on voit... Sans presser que ça se voit, en fait. Voilà, exactement. Mais donc, on voit tout de suite l'intrication qu'il y a. Si je suis pressé, ça veut dire que peut-être je vais avoir du mal à accepter certaines choses, la lenteur du processus, etc. Donc, d'emblée... que ma collègue propose des bonnes ou des mauvaises choses, c'est aussi comment elle va s'adapter au patient et comment le patient va accepter de ne pas avoir un effet sur sa balance dans les 3 jours, quoi. Ouais. Donc, on voit d'emblée que dans un accompagnement, on peut pas... Fanny n'est pas un distributeur à bonne recette, quoi. C'est ça qui est aussi pertinent. Oui, parce que ça dépend vraiment des patients et des problématiques. Et on voit à côté de ça une multiplication des régimes un peu tout faits, avec des régimes des fois très farfelus. On parlait encore tout à l'heure du régime avocat ou voilà des régimes dissociés. Le régime banane. Du banana diet. Voilà, exactement. Du banana diet, exactement. En anglais, ça sonne bien. Ça peps, là. C'est vrai que le problème, c'est que régime des bananes, c'est moins vendeur. Non, c'est déposé. C'est déposé. Donc banana diet, c'est un peu mieux. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais vous nous disiez que c'est le parfum du mois, le régime banane. Oui, parce qu'il y a une notion un petit peu de marketing et donc de mode, quelque part. Sauf que quand on creuse un peu, est-ce que ces régimes marchent ? Finalement, ils marchent, c'est tout le problème. Je suis même persuadé que de cette émission, certains qui vont l'écouter vont dire « Tiens, je ne connaissais pas le régime banane, qu'est-ce que c'est ?» Et j'en connais même qui vont l'adopter parce qu'ils auront vu ce que c'est et qu'ils vont croire ce qu'on leur vend suite à la lecture de la description du régime banane, quoi. Oui, sauf qu'après, ça peut être aussi intéressant de bien préciser que ces régimes-là fonctionnent à court terme et moyen terme. Mais quand on prend, nous, notre loupe un petit peu de professionnels de la santé, on a une perte de poids, certes, mais on a surtout une perte de masse musculaire. Et donc, le patient, au quotidien... du muscle, on peut faire ça rapidement, en plus. Voilà, c'est ça. Et donc, le patient, au quotidien, va brûler moins de calories et donc va reprendre du poids très facilement au moindre écart. Et c'est souvent ce que les patients nous rapportent, mais c'est fou, moi, je prends du poids au moindre écart. Donc c'est le fameux phénomène yo-yo, du coup ils reprennent du poids, sauf qu'ils reprennent moins en masse musculaire que ce qu'ils ont perdu. Donc c'est une escalade en fait. Il y a plusieurs phénomènes en plus psychologiques, c'est-à-dire que je n'en peux plus, je veux perdre.
Et finalement, j'ai pas de réponse maintenant. Donc, comment je réceptionne le fait de ne pas avoir réussi dans l'immédiat? Ce qu'on est on est en train de discuter de la possibilité de faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire. Le régime, évidemment, peut nous faire perdre assez rapidement, et puis après on se sent fatigué, et puis après on n'arrive pas à le tenir. Qu'est-ce que ça a comme impact psychologique? Une espèce de désintérêt après pour la perte de poids, peut-être du dégoût par rapport à soi, l'idée que de toute façon on n'y arrivera jamais, et donc on se remet à déconner. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut pouvoir pressentir chez les gens qu'on accompagne, puisque, encore une fois, ce qu'il y a dans l'assiette va pas pouvoir nous donner une idée de ce qui va se passer sur le long terme. Ouais, et puis, alors il y a ça, effectivement, il y a aussi la notion importante que si l'assiette n'est pas un minimum équilibré, il y a toute une synthèse de neurotransmetteurs au niveau cérébral qui fait que si je ne mange pas équilibré, je vais moins fabriquer, par exemple, ma fameuse dopamine, le neurotransmetteur qui donne la pêche, qui donne envie de se lever le matin, qui va permettre de soutenir toutes les motivations. Et donc, je vais être moins tonique, je vais être plus fatiguée, je vais avoir plus de mal à me motiver, et donc le cercle vicieux se met en place, quoi. Et c'est intéressant parce que finalement, si on regarde bien, si on visualise, je mange quelque chose qui me fait perdre du poids assez rapidement, et puis bizarrement, je suis fatigué, je sais pas trop pourquoi, et puis c'est comme si finalement le moteur s'appauvrissait, et puis tournait de moins en moins vite. Exactement. Et puis on sait pas pourquoi. Donc c'est intéressant parce que on est amené à faire des choses de manière contre-productive sur un moyen terme, mais pour atteindre un objectif à court terme. De la même manière, je prends une personne, je la mets dans une pièce et je l'isole pendant 2 jours et elle voit plus personne, ou je la mets devant une chaîne qui est anxiogène, forcément elle va être amenée à sentir que elle est triste, qu'elle est fatiguée, qu'elle a plus envie de faire grand chose. Donc il y a quelque chose de contre-productif sur le moyen ou sur le long terme, et ça on ne le perçoit pas forcément. Donc perdre du poids dans l'immédiat parce qu'on doit faire un concours ou ce genre de choses, c'est une autre chose, mais on est toujours dans cette question avec les régimes de mettre un coup d'accélérateur, puis freiner, puis reculer, puis repartir. Et c'est vrai que l'idée de l'équilibrage alimentaire déjà impose une question, c'est: est-ce que je peux me dire que j'aurais peut-être perdu 4 kilos à Noël? Ah non, je veux les perdre dans les 2 semaines en fait. Mais on sait très bien qu'en faisant ça, on aura 8 kilos de plus à Noël. Donc il faut pouvoir avoir la possibilité de se projeter un minimum. On ne sait pas, l'expérience nous prouve que si on fait ça, on aura 8 kilos de plus. Mais au début, quand on décide de perdre les 4 kilos, on ne projette pas les 8 kilos de plus à Noël. Non, exactement. Puis on se met des œillères aussi, surtout. Ou alors, on ne le sait pas, effectivement. Nous, on le voit beaucoup en consultation avec les grosses envies de sucrer, les irritabilités qui sont induites par les régimes trop stricts. Qui sont, moi j'appelle ça une cause mécanique. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel, c'est je me suis mis dans cette situation de privation. Et donc, je suis en train de me contenir, me faire du mal, et je vais me faire craquer, en fait. Voilà. Parce qu'on n'a pas eu le minimum du minimum. Et c'est surtout qu'effectivement, au niveau cérébral, si on n'a pas un minimum d'équilibre alimentaire, on va moins fabriquer sa sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur. C'est le deuxième là, que vous voyez ce matin. On a eu la dopamine, ensuite sérotonine. Qu'on activera avec un antidépresseur chez le médecin, chimiquement et bêtement. Exactement. Pour moins déprimer. Voilà. Ça peut marcher. Vous connaissez beaucoup de gens qui, quand ils entament une démarche de perte de poids ou qui vont voir à la fois un nutritionniste et un psy, ou ça n'existe pas encore, la double prise en charge? La double prise en charge, elle existe et c'est la meilleure. C'est la meilleure qui soit. Elle existe, ouais. On en voit de plus en plus, heureusement. Heureusement, quand on prend le temps d'expliquer aux patients l'important, c'est pourquoi ça marche avec le temps. Les gens le comprennent et le suivent. Moi, j'en vois pas tant que ça. Moi, cette question, elle se pose un peu incidemment en consultation. Mais moi, pour ma part, de mon point de vue, c'est assez souvent séparé. Et on va voir Fanny pour ça. Et moi, on vient pas me voir pour ça à la base. Là où on est amené obligatoirement, je vais envie de dire, à se rejoindre, c'est quand il y a l'idée d'une opération bariatrique, de chirurgie bariatrique. Parce qu'il y a un suivi à ce moment-là. Ouais, en fait, non, il y a pas forcément de suivi. Il y a surtout une évaluation que certains médecins demandent. Si je fais une aparté 30 secondes, parce que c'est un sujet avec lequel, envers lequel j'ai été confronté, on en a souvent parlé, Fanny et moi, c'est que les gens veulent avoir cette opération. Les médecins se disent que ça marche pas sur tout le monde non plus, qu'il va y avoir une gymnastique à avoir, qu'il va falloir se projeter, qu'il va falloir accepter des choses, et que ces gens-là, ils sont tellement en détresse qu'ils vous disent oui à tout.
Et donc, ils sont obligés de voir le psy, et la plupart du temps, ils vous disent qu'ils savent très bien à quoi s'attendre, qu'ils sont prêts à tous les sacrifices. Mais l'expérience montre que le plus pertinent, c'est d'avoir un vrai accompagnement et d'accepter qu'il y a une part psychologique là-dedans. Quand un patient n'accepte pas cette question-là, moi, de mon expérience, il va rapidement s'énerver dans la question uniquement nutritive. Et il va plus souvent se remettre en difficulté, buter, se restreindre, être en colère, etc., etc. Donc il y a une part qui est consubstantielle au fait de faire un rééquilibrage alimentaire, puisque c'est changer des habitudes, c'est s'intéresser à sa nourriture, c'est se mettre à cuisiner, c'est se mettre à anticiper, c'est se mettre, pourquoi pas, à ne pas que céder à des pulsions, c'est ne pas faire un stop and go par rapport à la nourriture, je mange pas et le lendemain je vide mon frigo. Donc tout ça, ça appelle à révolutionner finalement l'organisation mentale des gens, quoi. Enfin, je sais pas si tu le ressens comme ça. C'est ça, et puis c'est aussi, ça me fait surtout penser à comment je vais, non pas gérer mes émotions, mais comment je vais les apprivoiser. On a beaucoup de patients où c'est vraiment ce qu'on appelle la nourriture doudou. Donc je mange pour me réconforter, ou je mange parce que je m'ennuie, je mange parce que je suis fatiguée. Voilà, il y a toujours une dimension quand même émotionnelle. Et ça, c'est vraiment aussi le travail du psychologue, je pense, qui va aider justement à appréhender tout ça complètement. Moi, j'ai ce modèle un peu sur l'addiction, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. C'est-à-dire que si je fume, si je bois, si je mange, pourquoi je fais ça en fait? Dans quel contexte je suis? Donc les gens ont parfois du mal à savoir, parfois ils disent c'est vrai que je mange. Les gens se posent pas forcément la question, Maximilien. Ils se posent pas la question. C'est automatique. Mais sur ce modèle, moi je vois ça comme ça par rapport à l'addiction. Pourquoi vous avez fumé un paquet alors que vous fumez 5 cigarettes normalement par jour? Ou pourquoi vous avez fini un pot de glace d'un seul coup? Et c'est intéressant de se dire quand je suis seul, ça va pas. Ou alors quand je commence à angoisser, le corps, sans que je me rende compte, attrape un pot et je mange et je me relaxe. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme s'il y avait deux vies parallèles. Il y a, j'essaye d'être dans le présent et j'évite mes émotions, et mon corps a une solution automatique qui permet de calmer un peu la machine. Et donc, quand les gens arrivent à se rendre compte de ça, mon boulot à moi, pour une addiction en général, pour quelque chose qui est compulsif, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens déjà prennent conscience des pièges dans lesquels ils sont. Et des schémas. Des schémas. Exactement, donc je me mets à me bouffer le crâne, à ruminer pour des choses, et à ce moment-là, je mange beaucoup. Et il va falloir non pas que j'aille uniquement changer ce qu'il y a dans mon frigo, mais que je me rende compte que j'ai une gestion émotionnelle à faire en amont. Mais alors là, vous avez parce que nourriture et émotion vont quand même ensemble à un moment donné. Mais vous avez pris l'exemple du pot de glace, par exemple. Qu'est-ce qui explique, de façon rationnelle, on va pas finir un pot de glace. Je veux dire, ça paraît fou de se dire qu'on va manger l'intégralité d'un pot de glace en une demi-heure. La plupart du temps, on est assez dissocié. C'est-à-dire qu'on commence par un goût sucré qui va calmer. D'ailleurs, on met du sucre sur la langue des bébés quand ils ont de la douleur, quand ils sont tout petits, parce que c'est le seul truc qui calme le plus la douleur pour les nouveau-nés. Donc, il y a un conditionnement. Quand ça fait 20, 30, 40, 50, 70 ans que je suis sur Terre, j'ai associé des choses qui vont ensemble. Et la nourriture, mais le tabac, l'alcool, ce genre de choses, c'est la sphère de la bouche, et ça vient souvent calmer quelque chose d'assez primaire. Donc on n'a pas forcément conscience du conditionnement. Et c'est comme pour le tabac ou le pot de glace, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Qu'est-ce qui se passe? Comment on le termine? Ça paraît fou. Au début, ça calme, et à la fin, vous avez envie de gerber. On est d'accord. Et vous vous dites, c'est n'importe quoi, et vous ne refaites pas un pot de glace le lendemain. Avec la culpabilité aussi. Avec tout ça qui se met en place. Donc, je jette mon pot de glace, j'en achèterai plus, c'est terminé. Voilà. En plus, il y a aussi le fameux schéma de restriction cognitive où je n'ai pas le droit de manger de la glace. Il faut que tu expliques ça, c'est très important. On va parler de la restriction cognitive dans un instant, puisqu'on parle justement de cette dualité qui a finalement, est-ce que maigrir, c'est dans l'assiette ou maigrir, c'est dans la tête. On en parle jusqu'à 10h. Et cette question qu'on vous pose ce matin, maigrir, c'est dans l'assiette ou dans la tête? On en parle avec mes deux invités. Fanny Troussard, qui est diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste et qui exerce en Seine-et-Marne. Et puis Maximilien Bachelard, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute. On parlait tout à l'heure de ce mot, la restriction cognitive, mais c'est un cercle vicieux, puisqu'on se prive finalement pour perdre du poids. Et quelles sont les conséquences psychologiques de cette privation? On peut l'expliquer, restriction cognitive. Alors, je suis pas sûr que tout le monde va... Oui, il y a des mots un peu bizarres. C'est assez simple. La restriction cognitive, c'est, mettons, j'ai un régime et je n'ai pas le droit de manger du fromage et de la charcuterie.
Voilà. Et donc, à partir de là, je n'ai pas le droit d'en manger, donc j'évite. Sauf que le jour où je craque un petit peu dessus, il y a tout un schéma de culpabilité qui se met en place. Parce que l'interdit est transgressé et voilà, après on a encore plus envie d'en manger. Quand il y a un aliment qui est interdit, je pense que tu vas confirmer. Comme les enfants, quoi. Faut pas manger la confiture et donc le pot de confiture est goulotté et on a un plaisir et en même temps une culpabilité et symboliquement on pourrait être amené à se faire engueuler. En tout cas, on a fait une bêtise. Voilà, exactement. Donc on tient la restriction cognitive, c'est intérieurement, je me suis foutu une barrière, un interdit en fait. Mais comme on se le disait, on n'est pas dans un aspect intellectuel, religieux ou spirituel, on est sur la nourriture. Donc on est sur un truc basique qui est relié à des émotions basiques, notamment de notre enfance. Donc on peut pas, j'aurais presque envie de dire, ce serait comme essayer de canaliser une pulsion, un instinct, quoi. Ça va tenir, mais à un moment donné, ça va casser, quoi. Au bout d'un moment, ça va flancher. C'est exactement ça. Ce qui est logique, c'est quand le cerveau fonctionne bien. On ne peut pas se dire je n'ai plus le droit à vie de manger tel ou tel aliment. C'est au niveau du cerveau. Ça, enfin, j'allais dire obligatoire, mais en tout cas, c'est perdu d'avance. Si on interdit un aliment, on craque. Oui. Surtout qu'en plus, souvent, les interdits, ce sont des choses qu'on aime et qu'on mange en belle quantité. Donc, ça va être le patient qui adore manger du fromage. Ça va être le patient très sucré qui adore manger des gâteaux. Voilà, ce sont en plus des aliments plaisir. Mais il y a un truc, si par exemple, il y a un truc qu'on dit chez les alcooliques anonymes qui est très intéressant. C'est un élément fondamental, c'est qu'on dit aux gens, à l'intérieur de ce groupe, tu vas arrêter de boire pendant 24 heures. Ouais. Et c'est 24 heures à la fois. Tous les matins, tu te lèves, tu te dis, je ne boirai pas au moment jusqu'à me coucher. Et ça, c'est fondamental parce que les gens n'arrêtent pas de boire parce qu'on leur dit, tu ne boiras plus jusqu'à ta mort. Ça déclenche un effet qui fait qu'on se dit, c'est trop loin, je n'y arriverai pas. Donc la restriction cognitive, elle pose d'emblée la question de quand est-ce que ça va craquer, en fait. C'est ça. Ça me fait penser, on a souvent justement des patients qui nous disent, allez, chaque lundi matin, je me dis, je me remets au régime. Donc il y a effectivement cette notion un petit peu d'impératif où il faut tenir le plus possible dans la durée. Et puis finalement, c'est du vécu ça, tous les lundis matins, je me remets au régime. Exactement. Ouais. Déjà au régime, c'est pas je continue mon rééquilibrage alimentaire. C'est ça, complètement. Mais donc il y a quelque chose comme ça qui est compliqué. Puis il faut aussi savoir en fait que plus on est dans la restriction cognitive, plus au moment de craquer, donc on a fait une faute et on s'en veut et c'est dur. Alors que si on arrive à se détacher de la restriction cognitive, on peut se dire j'ai fait attention du lundi au dimanche, donc ça fait 21 repas. Sauf que le dimanche soir, le 21e repas, j'ai mangé une grosse pizza. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont finalement un peu trop durs avec eux-mêmes ? Il se passe toujours la même chose. C'est foutu. À quoi bon ? La balance va exploser et donc la digue a pété et lundi matin, on est reparti à faire n'importe quoi. Alors que je leur dis souvent, et c'est pas mon taf, mais je leur dis, écoutez, faites la moyenne de la semaine. Vous allez peut-être, madame, et c'est pas impossible, prendre 250 grammes lundi matin. Sauf que dimanche d'après, si vous continuez à faire assez attention sans trop vous restreindre, ils auront disparu, vous aurez même continué à perdre un petit peu. Donc c'est comment mentalement, ça me fait vriller en fait. Ça potentialise un espèce de sortie de route. Le fait d'avoir rompu le contrat. Voilà, on en est toujours là en fait. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, les patients dans ce schéma de restriction cognitive c'est tout ou rien. C'est le foutu pour foutu. J'ai commencé à manger de la glace. Foutu pour foutu, je continue, je termine le pot. C'est vraiment la... Et parfois, les gens se mettent à pleurer parce qu'ils se disent j'en pouvais plus, je voulais de la glace et puis je suis nul et puis c'est tellement bon et puis il y a de la rage, quoi. Vous voyez, il y a un truc, mon corps va exulter, quoi. Ouais. Je l'ai tellement contraint que maintenant c'est bon. Quitte à mourir, j'y vais, quoi. Je fumerai, je boirai, je mangerai jusqu'au bout. La grande bouffe, ça fait penser à ce film-là, c'est on y va et on va se tuer, quoi. Parce que il y en a marre de se faire mal, quoi. Alors que le rééquilibrage alimentaire doit donc inclure l'idée qu'on va pas se faire mal. Il va falloir qu'on ait un minimum de plaisir. Et le rééquilibrage alimentaire inclut, a fortiori, ces aliments plaisir. Ça va inclure du fromage, ça va inclure de la glace. Sinon on a une vision vraiment scindée et ça
ça ne peut jamais fonctionner. À long terme, ça ne fonctionne pas, c'est certain. Oui, c'est vrai que c'est toujours un premier frein, c'est que quand je dis vous pourriez aller voir ma collègue, les gens ont peur de plus pouvoir manger leur plat de pâtes avec du fromage. Et souvent, je leur dis, en rigolant, vous savez, peut-être qu'elle vous fera mettre plus de fromage encore, mais elle vous fera réduire les 250 grammes de glucides que vous bouffez, elle vous en fera manger peut-être 130, et vous mettrez un peu plus de fromage. Alors déjà, les gens sont un peu étonnés, et je leur dis oui, parce qu'en fait, ce qui vous fait grossir, c'est peut-être pas tant les lipides, c'est peut-être les glucides. Et ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils ont une vision des choses qui est fausse, puis comme ils veulent en savoir plus, je leur dis allez voir la dame, parce qu'en fait, c'est pas la torture. Oui, et puis pour leur défense, on a justement on a tellement de régimes maintenant qui existent que les patients, c'est ce qu'on remarque aussi, sont complètement perdus. Ils font un peu de tout mélanger parfois, j'imagine, dans leur tête. Ils sont perdus parce qu'on dit tout et son contraire. C'est on est d'accord. Donc en fait, au bout d'un moment, ça fait 30 ans que je fais des émissions sur le régime, au bout d'un moment, voilà. faut manger des pâtes, et puis après, il faut manger des pâtes avec des légumes, et puis il faut plus manger de pâtes, et puis il faut pas manger du fromage. Ah mais non, on n'a plus le droit de manger du fromage. Ah mais non, le gras c'est bon. Non, le gras c'est pas bon. Enfin, merci Marie-Claire, quoi. On en revient toujours au même. Il n'y a pas que Marie-Claire, non. J'entendais encore récemment que la quantité de viande était déterminée simplement par la taille de la personne. Ce qui voudrait dire que moi, qui fais 1m70, qui suis assise toute la journée, je dois manger la même quantité de viande qu'un homme d'1m70 qui travaille dans le bâtiment. Qui pose du béton toute la journée. Voilà, c'est un non-sens total. Et c'est des choses qu'on entend régulièrement. Donc c'est vrai que les patients dans tout ça... Et c'est ça qui est malheureux aussi dans toute la question de la communication dans nos boulots. C'est pour ça que j'ai fait la blague sur le coaching. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas simplement réduire l'information à la phrase la plus simple pour la lancer aux gens. Je sais que les gens veulent des solutions miracles, mais en fait, c'est pas bien compliqué. Miracle, facile à comprendre. Oui, facile à appliquer. Mais c'est pas compliqué ce qu'elle dit. Oui, mais d'accord. Mais parfois, ça ne se résume pas à une phrase, peut-être à 3 phrases. Certains rééquilibrages alimentaires, c'est faut y penser. Il faut y penser. Y penser quand on fait les courses, y penser quand on fait à manger. Voilà. Et calculer ce qu'on met dans son assiette. Et ça devient une habitude après. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que quand vous dites ça, vous êtes un peu dans l'idée qu'il va y avoir encore un effort comme dans la restriction. Mais en fait, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a plein de produits que vous pouvez acheter, que vous ne connaissez pas, que vous n'achetez jamais et qui sont très rassasiants, qui sont bons et qui procurent du plaisir. C'est en même temps, d'une certaine manière, prendre une nouvelle habitude. C'est pour ça que j'aime ce terme de rééquilibrage alimentaire, c'est qu'on va prendre des nouvelles habitudes. Et par définition, les habitudes vont devenir naturelles et vont se mettre en place de manière automatique. Et de manière, je pense, par une preuve, de manière comportementale. C'est-à-dire qu'on se dit, ça a été... et puis en plus, j'ai perdu 600 grammes, mais en fait, j'ai même mangé plus qu'avant. Mais pas les mêmes choses. Et j'ai pris du plaisir. Voilà. Et puis je reviens encore dessus, mais 600 grammes, beaucoup de patients nous disent 600 grammes, ce n'est pas grand-chose. Mais oui, mais on a une différence entre 600 grammes de graisse et 600 grammes de muscle. Voilà, si je n'ai perdu entre guillemets que 600 grammes, mais si c'est 600 grammes de masse grasse, l'intérêt, il est... Là, on a tout gagné. J'ai perdu 1 kilo en 2 mois, oui, mais si on fait ça toute l'année, ça fait 6 kilos qui vont partir, quoi. Voilà. Alors, par quoi vous remplacez donc la restriction cognitive ? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se cantonner à l'assiette. Ça aussi, c'est une erreur qu'on fait de temps en temps. Il faut vraiment aussi avoir une vision d'ensemble parce que les patients en surpoids ne sont pas tous des patients avachis dans leur canapé qui grignotent des chips toute la journée. C'est aussi une étiquette qui peut être sympa d'arracher. Il faut qu'on ait vraiment une vision sur le sommeil, sur l'activité physique, sur le stress. Ce sont des paramètres qui influent énormément sur le poids. Qui sont indispensables à connaître. D'accord, mais vous ne me dites toujours pas par quoi on remplace la restriction cognitive, alors en fait. Alors, on apprend effectivement... Parce qu'on nous a souvent dit que pour perdre du poids, il fallait manger moins, on va dire, et manger moins de certains aliments, et en interdire certains. Voilà, moi je dirais manger mieux. Oui, parce qu'en mangeant mieux, parfois vous mangez plus. C'est clair. Et parfois, on peut manger bien plus et perdre du poids. Donc, en fait, déjà, vous enlevez le terme restriction. Voilà. C'est ça que vous enlevez. Exactement, complètement. On apprend vraiment aux patients à manger mieux, à avoir les apports dont ils ont besoin, par exemple en féculents. On a beaucoup de patients qui se restreignent tellement, ils ont faim entre les repas et du coup, ils grignotent. On a par exemple, pour prendre un exemple tout simple, les petits déjeuners un petit peu trop sucrés.
physiologiquement, on va avoir donc une décharge d'insuline, et donc 2 heures après, on a très faim. Et donc ça, physiologiquement, si j'ai très faim à 10 heures, je vais être tentée de grignoter ou je vais manger quelque chose. Donc on joue vraiment donc c'est préparer le terrain aussi pour que les signaux du corps soient pas... on n'ait pas à gérer une explosion volcanique, quoi. C'est aussi ça qui est important à comprendre, quoi. Tout à fait. Donc c'est vraiment, donc concrètement, voilà, avec des repas... Voilà, ça peut être un petit déjeuner composé de protéines, de glucides complexes. Alors après, on vulgarise auprès du patient, on donne des exemples concrets, mais voilà, l'équilibre alimentaire va nous aider en fait à mieux gérer la faim, à avoir moins faim et à être mieux rassasié. Voilà, maigrir, c'est dans l'assiette ou dans la tête, les deux, me direz-vous. On en parle ce matin avec Fanny Troussard, qui est diététicienne et nutritionniste et micronutritionniste. Et puis Maximilien Bachelard, qui est avec nous, docteur en psychologie et psychothérapeute. Fanny, quelle est la première question que vous posez à ceux qui viennent vous voir pour perdre du poids ? Quelle est la motivation ? Pourquoi voulez-vous perdre du poids, déjà ? Ça, c'est important parce que si on n'a pas de motivation réelle, profonde, on arrive moins bien à se mobiliser, et on arrive moins bien à faire des efforts, et on arrive moins à changer ses habitudes. Et on se rend compte souvent que les motivations des patients ne sont pas toujours fortes ou ne sont pas toujours claires pour le patient. C'est une question simple, et il m'arrive souvent que le patient me dise je ne sais pas précisément pourquoi. Donc c'est intéressant cette question. Comment tu les aides, si je me pose la question, à préciser ces trucs-là ? Alors, est-ce que le surpoids vous fait mal aux genoux ? Voilà, donc tu les projettes dans les choses concrètes. C'est un peu ce qui me viendrait à l'esprit. Vous voulez faire quoi en ayant vos 10 kilos apparemment que vous voulez perdre, ça vous servira à quoi ? C'est ça. En quoi êtes-vous freiné aujourd'hui avec le surpoids ? Je ne peux pas faire d'acrobranche avec mes enfants, je pleure dès que je fais les boutiques, je me cache avec des ça doit revenir souvent. Je ne m'habille qu'en noir, j'ai très mal aux genoux, j'ai dû arrêter de faire du sport. Voilà, ça c'est du concret. Maximilien, vous, comment vous qualifiez, pour vous, c'est quoi une motivation forte pour perdre du poids ? Je pense que c'est une motivation déjà personnelle, quoi. Parce que si je fais le parallèle avec des consultations classiques de psy, quand quelqu'un vient parce que la femme a menacé de quitter le mari, ça suffit pas, quoi. Donc je crois qu'il faut pour qu'il y ait un engagement de la personne et que ça tienne, je pense qu'il faut avoir une représentation concrète. Je suis pas sûr que ce soit facile ou très intéressant, je veux dire, de maigrir uniquement pour dans 2 mois quand on se marie. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté. Pour rentrer dans sa robe ou rentrer dans mais son sur le long costume. terme. Ouais. C'est-à-dire que si on la revoit 6 mois après, je suis pas sûr que ça tienne, en fait. Alors, moi je me sers en toute stratégie de ces objectifs-là à court terme. Tu mets des petits checkpoints pour motiver. C'est un petit peu ça, c'est dire ok, on a l'objectif du mariage, et souvent clairement c'est un des objectifs qui fonctionne très bien. Se dire oui, mais par exemple après, y aurait-il un projet bébé par exemple, et pour bien aussi faire comprendre que le but est d'ancrer dans une habitude, et que si on ne vise que le 21 juin, date du mariage, on a toutes les chances après que, comme un soufflé qui sort du four, que ça retombe aussi sec, quoi. Je pense. Ouais. Mais je pense que c'est bien que ça puisse impliquer des représentations sur le long terme, en fait. Parce que la carotte, elle nous fait avancer un temps. Mais je crois qu'il y a une question émotionnelle aussi. Quelqu'un qui me dirait, je sais pas, à ta place, qui me dirait, je pense qu'il y a ça, quand je me vois en petite culotte à mon âge devant mon mari, lui il se tient bien, pas moi. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher derrière qui donnent une motivation. Oui, aussi. Donc il y a le rapport à soi, est-ce que je suis séduisante, ce genre de choses qui pour moi peuvent former une motivation plus intéressante que de simplement se dire je veux me voir mince, point, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose à fouiller, à chercher, et puis parfois on se doute qu'il y a toute l'historique derrière. J'ai été obèse quand j'étais jeune, mes parents aussi, où on se moquait de moi. Enfin, tout ça, je pense qu'après, ça permet de qualifier un peu là où en est la personne, quoi, aussi. Oui, et puis je pense que ça permet aussi de ne pas tomber dans le piège des fausses motivations. Il y a des personnes, des fois, qui, pensant perdre du poids, vont penser que le problème de couple va rentrer dans l'ordre, que les enfants vont, comme par magie, devenir calmes. Comme la chirurgie plastique. Voilà. Je vais me refaire le visage et je vais redevenir jeune et séduisante. En fait, la question n'est pas là.
Et là, on est donc sur des fausses, des mauvaises, je pense, motivations. Donc, tu as un détecteur à mauvaise motivation. Là. On essaie de creuser. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. Toujours pas, madame. Chercher, c'est pas la bonne. C'est ça. C'est pas mal, ça. Ouais. Comment on fait justement pour renforcer la question de motivation ? Parce que quand on entame une démarche de perte de poids au début, voilà, ça va très bien. Ça va même tout seul. Et après, la volonté, ou en tout cas, ça commence à craquer. Comment est-ce qu'on relance justement cette motivation ? C'est là où notre rôle, justement, je pense, il est d'intégrer des habitudes. Là où on a gagné, c'est quand au bout de 4-5 mois, le patient nous dit naturellement « Ah maintenant, c'est vrai, je ne grignote plus ». Ou je n'ai plus faim entre les repas, donc voilà, j'attends patiemment le dîner. On est vraiment là sur des habitudes et des changements durables. Mais donc tu fais des allers-retours et tu pousses les gens à se regarder. Et moi, c'est un peu ce que j'allais proposer, parce que moi, je trouve que c'est important, pas uniquement sur la question de la nutrition, mais qu'on puisse sentir les changements qu'il y a eu. Oui. Donc comme je l'ai déjà dit à d'autres moments, changer, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Il faut sentir qu'on a changé. Il faut l'observer. Donc moi, j'aurais tendance à poser la question d'une manière générale. Est-ce que les gens l'ont remarqué ? Comment vous vous êtes senti ? Comment vous vous sentiez avant ? Par exemple, des photos. Par exemple, parce que pour moi, il est important que les gens sentent que ce qu'ils font a une prise sur le monde et sur eux-mêmes. Sinon, ils continuent à se sentir impuissants. Donc, c'est important de pouvoir se dire, je constate que oui, cet effort m'a fait changer là. Oui, je constate que oui, c'est vrai, j'ai pu acheter ma lingerie et puis ça allait. J'ai pu aller à la plage et ça m'a beaucoup moins trituré la tête. C'est-à-dire venir renforcer cette transformation, parce qu'il y a quelque chose comme ça, de la preuve, qui pour moi fait changer les gens. Mais de la même manière, si je sors de l'alimentation, quand j'ai un patient et qui me dit, écoutez, vous me dites que j'ai changé, et puis c'est vrai que quand vous me le dites, on me l'a dit, et c'est vrai que j'ai changé tel comportement et qu'avant j'aurais réagi comme ça. Là, il y a quelque chose qui vient se consolider. C'est et ça, le mousqueton qui se renforce. Ça consolide, tout à fait. Et donc c'est important, à chaque fois qu'on monte, de valider et de se dire, étape 1, étape 2, étape 3. C'est ça, d'aider le patient à faire un petit retour arrière en disant, mais vous vous rendez compte, il y a 6 mois, on avait des grignotages la nuit, ou vous n'aviez pas le réflexe de faire des légumes, et là vous me parlez de légumes surgelés, de carottes râpées en 5 minutes. Et là, le patient prend effectivement conscience que, ah oui, c'est vrai, j'ai changé. Parce que quand on est dedans, on ne fait pas toujours attention aussi à tout ce qui a été changé. Donc il faut pouvoir renforcer les gens en disant, mais finalement, moi, j'ai rien fait, je vous ai parlé, je vous ai donné des images, vous l'avez fait, vous continuez à le faire et vous vous rendez même plus compte. Donc ça devient déjà une sorte de seconde nature, mais rendez-vous compte que ça vous a fait progresser, que vous dormez mieux, et que votre alimentation a permis ça, que à 11h vous n'êtes pas en panique à chercher au distributeur une barre chocolatée et que ça vous pose plus de questions, et donc après tu peux dérouler tout ce que tu connais de la personne. C'est ça, et du coup naturellement, parce qu'on parlait de maigrir, effectivement c'est intéressant, mais c'est surtout la notion de maigrir durablement. Et c'est là où, après la perte de poids, on arrive aussi beaucoup plus facilement à stabiliser son poids de forme. Quand les réflexes sont acquis, après, on est beaucoup plus tranquille, je pense. Parce que finalement, comme pour l'addiction, encore une fois, je pense que l'esprit et le corps se réunifient un peu. On est un peu plus au contrôle de sa vie, en fait. Et c'est très agréable de se dire, voilà, j'ai une semaine avec une nouvelle habitude alimentaire, j'ai pris du plaisir, et je constate que je suis vraiment aux commandes. Je sais ce que j'ai mangé, parce que ça, tu ne l'as pas dit, mais quand les gens entament une démarche pour la première fois de réflexion, il suffit de leur demander ce qu'ils ont mangé. Et en fait, ils te disent ce qu'ils ont mangé. Et puis quand on creuse et qu'on prend 5 minutes, en fait, on a mangé le double ou le triple. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a grignoté. On a l'impression d'avoir pas beaucoup mangé. Pas systématiquement, mais c'est très important déjà de se dire, maintenant j'ai un peu plus conscience de ce que je fais. Et oui. Et en ayant conscience, je peux changer la trajectoire. Donc en fait, je reprends du pouvoir sur ma vie, d'une certaine manière. On peut faire l'écho sur de quelle nature sont les grignotages. Si je grignote en rangeant la vaisselle ou en pliant le linge, le patient effectivement ne se rend même pas compte qu'il grignote. La mère qui s'occupe pas d'elle et qui fait à manger aux enfants et qui grignote toute la journée, ça c'est l'exemple aussi qui nous permet de personnaliser ce qui se passe en face. Donc tu vois bien qu'on tire un problème, en tout cas une problématique, une question aussi. C'est j'ai pas de temps pour moi, ou je le prends pas, ou ce genre de choses. On voit aussi beaucoup l'association télé-grignotage. Voilà, ça c'est
le duo parfait, c'est je m'installe dans mon canapé, je suis dans mon petit cocon avec mon petit plaid, c'est mon moment à moi, et donc je grignote. Quelle quantité, je ne sais pas, parce que je suis tellement absorbée dans la série que je ne sais pas ce que je grignote. On se rend plus compte. Et il y a l'association, enfin je pense, tu me dis ce qu'il y a l'association potes, apéro, et donc on mange et on se fait plaisir. Aussi. Et donc, moi, je crois qu'il y a des gens, enfin, je les vois autour de moi, ils aiment bien se réunir régulièrement. Donc, à chaque fois, c'est l'occasion de déborder de partout, parce que l'amitié va s'exprimer forcément avec des débordements de nourriture. Et il y a aussi la dimension, j'ai tellement fait attention toute la semaine que ce week-end, j'ouvre les vannes. Je me lâche. Open bar. Wouhou. Voilà, c'est exactement ça. Et donc parce que je l'ai bien mérité. Parce que je l'ai bien mérité. J'ai bien mérité. J'ai tellement souffert. C'est ça. Donc, on voit bien cette histoire de restriction cognitive. Ouais. Si on souffre plus, d'un seul coup, peut-être qu'on peut être un peu plus apaisé pour être plus raisonnable. Donc je me lâche le week-end. Donc je mange au-delà de ma faim. Parce que souvent les patients sentent que c'est bien au-delà de la sensation de faim. Je mange au-delà de la faim, j'en ai bien conscience. Mais voilà, c'est le week-end, tout est permis. Et puis lundi. Et j'ai fait attention toute la semaine. Voilà. Tu parles de sensation de faim. Est-ce que tout le monde est au courant des signaux en fait ? Non. Comme pour le sommeil. Non. Je suis pas sûr qu'on soit tous bien conscients de ça. Non. Il y a beaucoup de patients effectivement qui ne savent pas ce qu'est avoir faim. Il y a aussi beaucoup de patients qui... Et être rassasiés. Exactement. Normalement, on est tous capables d'écouter le signal de rassasiement, mais ça peut se perdre assez jeune. C'est pas évident à retrouver. Ça, c'est quand même un travail de longue haleine. C'est pas instinctif. Mais j'ai une question à te poser. Alors, est-ce que c'est un objet de travail ou est-ce que c'est un indicateur que la personne est en train d'avancer ? Les deux. D'accord. Les deux. C'est un outil, effectivement, pour voir la progression. Si on sait que notre patient, d'un coup, me dit au bout de la moitié de l'assiette, je me suis arrêtée, je n'ai plus faim, alors que, il y a 6 mois, je terminais l'assiette, et puis je terminais même l'assiette de mes enfants. C'est une indication. Ouais. Et c'est vrai que le parallèle avec le sommeil est important. Parce que c'est la même chose quand on consomme de l'écran, et ça c'est un exemple que tout le monde connaît, parce que maintenant c'est la modernité, on regarde l'écran, on est fatigué, mais on est hyper vigilant, hyper concentré, on est en train de regarder un truc complètement idiot, et on fait fi des signaux qui nous disent qu'il faut pioncer. Et quand on commence à tomber cassé par l'écran, en fait, le corps, il est en train de se réveiller, il peut plus dormir. Et donc, on se retrouve à 2h du matin, on n'arrive toujours pas à fermer les yeux. Parce qu'on n'a pas entendu le cri d'alerte du corps qui hurle, mais on a mis l'écran qui est bien plus fort par-dessus et qui nous rend hyper vigilants. C'est pareil avec le signal de satiété. C'est ça, exactement. Et il y a même le cri de fatigue est tellement là qu'on va sûrement des fois aussi grignoter. Donc ça, c'est la prochaine. Pour garder les yeux ouverts. Mais c'est la prochaine émission alors, entre satiété et sommeil. Et sommes-nous à l'écoute de notre corps ? Est-ce que c'est un titre qui est bon, Philippe ? Parfait, Maximilien, merci. Fanny, merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la vidéo qui sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Vous pouvez commenter, poser vos questions. D'ailleurs, on prendra tous les commentaires. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et passer une très très belle journée santé sur Beurre FM.